avec un taux de croissance proche de 10% pour la 4e année consécutive. Votre pays a reporté en 2015 non seulement une croissance économique parmi les plus fortes du continent, mais de l'ensemble de la planète. C'est d'autant plus réjouissant que les perspectives restent favorables pour 2016 malgré un environnement global et régional fragilisé. Et justement d'établir une corrélation entre l'objectif d'émergence qui reste tout à fait à portée des mains, car la Côte d'Ivoire a le potentiel qu'il faut et devrait réussir un plus grand partage des fruits de la croissance, une amélioration durable du climat des affaires pour générer des gains de productivité, un renforcement de la gouvernance pour améliorer la gestion des ressources publiques et l'efficacité des dépenses publiques, et créer l'espace fiscal nécessaire pour soutenir le financement de son développement économique. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la particularité de cette 3e édition du rapport sur la situation économique récente de la Côte d'Ivoire est l'accent que ses auteurs ont mis sur la problématique du développement du marché financier local qui, depuis 2012, ne cesse de se transformer. Non seulement celui-ci connaît une forte poussée de crédits bancaires, mais aussi l'arrivée de nouvelles banques, notamment régionales, et le développement des opérateurs non bancaires comme les compagnies de téléphone et les établissements de microfinance. Cependant, et c'est l'un des constats établis au fil des pages, la profondeur du système financier ivoirien reste encore éloignée des standards que l'on retrouve dans les pays à revenus intermédiaires en Afrique et même par rapport aux pays comme le Sénégal ou même le Togo. Une telle situation ne peut permettre à la Côte d'Ivoire de soutenir son ambition exprimée plus haut. Quelles en sont les raisons et quelles solutions envisager? Mon collègue Jacques nous le dira dans son exposé et nous comptons sur les membres du panel qui suivra sa présentation pour élargir le débat. Laissez-moi conclure en résumant ma présentation en 5 messages. Donc 5 messages à retenir. Le premier message, c'est que la croissance est encore au rendez-vous. Le deuxième message, c'est qu'elle n'est pas automatique. Le troisième, c'est que ça va requérir une nouvelle vague de réformes, y compris justement du secteur financier, qui peut apporter des gains de croissance allant de 2 à 5% par an dans le long terme. Donc tout ceci est dans le rapport. J'espère que j'ai stimulé votre réflexion, que vous avez de nombreuses questions et de nombreux commentaires, et je vous remercie pour votre attention. Alors le rapport était assez clair et assez reconnaissant d'ailleurs. L'économie ivoirienne se porte bien, nous avons 3 ou 4 années de bonne croissance. On est en train de tutoyer les 2 chiffres, j'espère qu'on va y arriver. N'empêche que ce rapport pointait du doigt quelques petits éléments. Nous allons aller de plein pied sur le focus, parce que ce rapport-là est beaucoup plus concentré donc sur le secteur financier et nous allons y aller. C'était pour ouvrir un peu le débat. Je voudrais m'adresser à Mme Lala Moulaye, qui a été partiellement présentée tout à l'heure. C'est vrai qu'elle est vice-présidente de l'APBFCI, c'est l'association professionnelle des banques et établissements financiers, mais elle est PCA donc de la Bank of Africa et a été pendant longtemps directeur général de cette banque. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le secteur financier ivoirien. Alors Madame Lala, le rapport dit que le secteur financier ivoirien est non performant. Avant qu'on aille dans les détails, je veux savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que le secteur financier ivoirien est non performant? Alors, bien sûr, ma réponse est non. Je pense que le secteur est plutôt performant, on va dire, parce que le taux de croissance aussi des crédits accordés est passé à plus de 35%, c'est-à-dire beaucoup plus que la croissance économique du pays. Ça, on ne le dit pas souvent, mais c'est la réalité. Donc, on a parlé tout à l'heure du taux de transformation, mais moi, je voudrais quand même souligner quelque chose que peut-être dont le grand public n'a pas souvent connaissance.
c'est que nous sommes quand même dans un secteur qui est très réglementé. Donc, je parle sous le contrôle du directeur national de la BCEAO qui est en face de moi. Nous sommes dans un secteur assez réglementé et nous avons quand même des contraintes réglementaires à respecter. Nous ne pouvons pas, c'est-à-dire si nous collectons 100 de ressources, nous ne pouvons pas faire 100 de crédit, bien entendu. Bon, ça c'est une chose qu'il faut savoir. Et deuxièmement, quand on a parlé de l'insuffisance peut-être de l'épargne, aujourd'hui nous sommes à 15% de taux de bancarisation, nous étions à 12-13. Hein. Je pense que vu les récentes mesures de la BCEAO également, notamment la suppression des frais de tenue de compte, etc., de divers frais, nous avons augmenté le taux de bancarisation. Mais ce taux de bancarisation, il est faible. Il est faible pour plusieurs raisons. Là, on est en train de constater tous le succès des opérateurs de mobile. Mais vous savez, on est en Afrique et ça, c'est peut-être, je vais dire, une insuffisance du secteur bancaire. Nous ne sommes pas peut-être adaptés à la population elle-même. Parce que c'est plus facile pour un opérateur d'aller vers les opérateurs mobiles qu'aller à la banque, au guichet de la banque. D'abord, pour ouvrir un compte à la banque, on vous demande votre pièce d'identité, votre justification de domicile, la facture d'eau, la facture d'électricité, tout ça, l'opérateur mobile, lui, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Bon, alors, on sait que c'est un frein. C'est un frein, donc c'est aux banques de s'adapter. Je pense qu'au niveau de l'association des banques, nous sommes en train de travailler dessus. Et nous avons aussi, bon, alors nos agences, c'est des super bunkers, hein, on est bien gardés, il y a le détecteur de métal, il y a beaucoup de choses. Hein. Ça effraie un peu. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour l'individu lambda qui veut aller à la banque. Donc, au niveau de l'APB, il y a une sous-commission chargée de la sécurité, justement, qui est en train de travailler pour qu'on puisse quand même avoir des guichets plus accessibles à la population. C'est indéniable. Je pense que ça va améliorer nettement le taux de bancarisation. Mais comment vous pouvez expliquer qu'il est dit quelque part dans le rapport que dans des pays qui sont pratiquement, je veux dire le Sénégal, le Togo, bon le Sénégal on est à peu près pareil, le Togo ils sont un peu moins avancés que nous, comment ils arrivent à faire 100% de crédit de dépôt qu'ils ont et nous on est qu'à 70-75%? Alors moi, je pense que je ne vais pas sous-estimer quand même la culture financière de l'Ivoirien. Ça, c'est indéniable. Hein. Donc au niveau des banques d'abord, on fait bien sûr du crédit à l'économie, mais on intervient beaucoup. Monsieur le ministre des Finances n'est pas là, mais il a été directeur du Trésor. On intervient beaucoup sur les bons du Trésor. Hein. Les bons du Trésor, c'est quoi? C'est l'État. Donc, qui emprunte de l'argent, pourquoi? Pour financer des investissements. Hein, c'est pour financer le troisième pont, enfin, quoique le troisième pont, c'est pas le bel exemple, mais les autoroutes, les routes, les infrastructures en général. Donc, tout ça, le secteur bancaire y intervient fortement. Le planning d'émission des bons, par exemple, sur l'année 2016, c'est 1100 milliards. Donc, et en général, ces bons sont sursouscrits. C'est-à-dire, l'État cherche 100 milliards, il a 130, on va dire. Donc ça, c'est également c'est fait sur les ressources de la banque. Voilà. Deuxièmement, je voudrais donner un exemple, parce que j'appartiens au groupe BOA. Nous avons lancé récemment donc, une offre publique de vente de BOA Mali. Alors, ça veut dire quoi? C'est une augmentation de capital. Hein, par offre publique de vente. Donc nous sollicitions à l'époque 6 milliards, c'était assez récent quand même. Hein. Et nous avons eu, l'ouverture c'était à 8h du matin, à midi nous étions à 61 milliards, c'est-à-dire de ressources internes. Pourquoi? Parce que les déposants, ils veulent aussi des produits rentables. Hein. Donc, alors, sinon vous allez leur proposer à la banque du 3%, ils préfèrent s'orienter vers des placements plus rentables. Bon, je pense qu'il y a le niveau culturel, le niveau de culture ici financière qui est assez poussé, qui peut expliquer justement cette différence entre le Sénégal ou les pays qu'on vient de citer et la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, quand on commence à parler de culture, en général, on regarde vers l'université, c'est là-bas qu'il y a des chercheurs. Le professeur Alban est là.
Le rapport dit que les Ivoiriens gardent leur argent sur eux, pour parler comme tout le monde. Comment on peut expliquer ça? On a des banques, on a beaucoup de banques, mais une grande partie de l'épargne est thésaurisée hors du circuit bancaire. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça pour améliorer les dépôts et partant améliorer les crédits? Merci bien, monsieur le modérateur. Je voudrais, au nom donc, de la CAPEC, remercier le groupe de la Banque mondiale, monsieur le directeur des opérations, pour m'avoir associé à ce panel de ce jour. Concernant la question, les Ivoiriens gardent leur argent dans leur ménage ou à travers eux et ainsi de suite. Justement, le rapport met l'accent sur l'offre de crédit pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Ivoiriens aillent de plus en plus vers les banques. Il faut réduire les coûts de transaction. Il faut certainement donc rapprocher la banque de l'épargnant potentiel pour que cet épargnant puisse aller vers la banque. Il faut rendre, je dirais, beaucoup plus profitable son dépôt et ainsi de suite. Mais votre question m'amène à mettre l'accent sur la demande, le côté de l'épargnant lui-même. Pourquoi les Ivoiriens gardent davantage leur argent à la maison? Mais la littérature nous montre, et les faits l'attestent, que la capacité d'épargner dans le système bancaire est liée ou corrélée au niveau d'éducation des populations. En Côte d'Ivoire, nous avons un taux d'alphabétisation de 44% selon le dernier recensement de 2014. Et le rapport cite par exemple les cas de la Namibie et du Kenya où on a beaucoup plus d'efforts en ce qui concerne l'inclusion financière, c'est vrai, mais quand nous regardons les taux d'alphabétisation dans ces pays, c'est autour de 80%, taux d'alphabétisation des adultes. Donc l'Ivoirien qui n'est pas allé à l'école a déjà, je dirais, une certaine disposition à ne pas aller vers la banque. Il faut agir là-dessus, bien sûr, à travers donc des campagnes d'alphabétisation, à travers la sensibilisation. Donc voici un élément important. L'autre élément que je voudrais indiquer, et justement, donc, Madame le vice-président de l'APBEF mentionnait la question de la culture financière, mais nous avons des problèmes de normes sociales qui font que nous avons besoin de notre argent à tout moment. Les normes sociales sont telles que, en Côte d'Ivoire, du fait qu'il n'y ait pas de sécurité sociale, l'individu, le cadre, celui qui a une capacité d'épargne ou de financement, devra s'occuper de ses proches, de ses parents dans le besoin. Donc, il a besoin de son argent. Et quand on regarde, par exemple, le mobile banking, à travers donc, les données qui ont été présentées, et on pousse un peu plus loin l'analyse, on se rend compte que, bien sûr, ceux qui vont vers le mobile banking, mais 86% des dépôts là-bas sont utilisés rapidement. Il y a des retraits en espèces de 86% des dépôts, selon les données de la BCAO de 2014. Pour dire quoi? Que nous avons besoin de notre argent à tout moment. Donc, garder cet argent dans une institution bancaire avec des difficultés de retrait, plus de facilité de dépôt que de retrait, alors il est bon pour l'Ivoirien d'avoir son argent à portée de main pour pouvoir l'utiliser en cas de besoin. Et bien sûr, il y a aussi la culture, je dirais, d'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Pourquoi nous épargnons? Nous épargnons parce que nous voulons différer notre consommation. Nous épargnons parce que nous voulons investir, par exemple, ou permettre à nos ressources financières d'être utilisées pour des investissements. Mais si nous n'avons pas cette culture d'entrepreneuriat suffisante, il est clair que pour nous, l'argent doit être utilisé beaucoup plus pour la consommation. Et en cela, comme vous parlez de qu'est-ce qu'il faut faire, en cela, bien sûr, il y a des questions de sensibilisation, mais il y a des questions de coaching. Parce qu'on se rend bien compte que 30% des entreprises qui se créent, les PME, PMI, meurent au bout des 2 premières années. Parce qu'il y a un problème de capacité des managers en Côte d'Ivoire. Et c'est clair pour nous que si l'Ivoirien n'a pas cette capacité d'investir et de pouvoir rentabiliser suffisamment son investissement, mais il va pas aller toujours vers l'épargne. Parce que le souci d'investissement doit pouvoir nous amener vers l'épargne. Et une bonne manière de sécuriser notre argent pour l'épargne, c'est de mettre cet argent à la banque, surtout que nous pouvons emprunter auprès de la banque pour épargner. Donc voici quelques éléments en parlant de capacité managériale, culture
d'entrepreneuriat en parlant de manque de sécurité sociale, normes sociales, amenant donc l'Ivoirien à pouvoir beaucoup plus utiliser son argent, donc beaucoup plus de consommation que d'épargne et d'investissement. Merci. Alors, comme vous parlez d'entrepreneuriat, je vais me tourner vers le jeune Ewi Delmas, qui a lancé donc sa start-up Ticagro. Je veux savoir, est-ce que vous avez une expérience de demande de crédit? Est-ce que vous n'avez pas demandé? Si vous n'avez pas demandé, pourquoi? Si vous avez demandé, est-ce qu'on vous a donné? Est-ce que vous étiez content de la manière dont on vous a donné, si on vous a donné? Merci à la Banque mondiale surtout de m'avoir associé à ce panel. Je suis Jean Delmas Ewi, j'ai une start-up qui est spécialisée dans tout ce qui est TIC et développement, surtout développement en milieu rural. Pour nous, les start-up, les banques, on les évite. J'explique pourquoi. Vous savez, nous sommes des start-up. Déjà, même pour définir une start-up à un banquier, c'est compliqué. Les start-up sont des entreprises qui sont dans l'innovation. Donc, on vient avec des produits qui n'ont jamais été testés. La plupart du temps, c'est des produits qui font leur premier pas sur le marché. Et pour les banquiers, il faut avoir un vécu. Nous, on comprend les banquiers. Hein. On ne peut pas te donner l'argent quand on n'est pas sûr de ton affaire. Parce que tu viens avec un exemple, tu viens avec des semelles connectées à une montre, tu sors ton business plan, tu vas vendre telle chose. Mais ils vont te dire, tu viens d'où? Quelle est ta cible? C'est quoi ton plan de déploiement? Donc, on les évite. Moi, personnellement, la source de financement pour ma start-up a été d'abord de me présenter à des compétitions de start-up, ce qu'on appelle des challenges, ici et ailleurs. Et c'est à partir de là-bas qu'on a pu mobiliser un peu de ressources. Et puis, il y a eu ce qu'on appelle le crowdfunding, le financement participatif qu'on a fait en ligne. Et c'est maintenant, après 2 ans où la structure est, on va dire, solidement assise, qu'on est en train de préparer un dossier pour aller maintenant vers les banques. Sinon, dès le départ, de mon expérience de start-upper, et pas mal de start-up évitent les banques pour... moi, je pense que c'est pas la faute aux banques, hein, parce qu'il y a ici d'abord, dans notre pays, il y a un problème pour situer les start-up. Si on demande tout à l'heure, dans la salle, je demande à 3 personnes c'est quoi une start-up, les réponses, on verra qu'on a du mal à situer une start-up. À plus forte raison, un banquier qui va venir vous prêter de l'argent pour lancer un produit futuriste, c'est compliqué. Certains pays comme le Kenya, le Rwanda l'ont réussi parce que c'est d'abord une volonté politique. Ils ont mis en place des structures pour accompagner les start-upers qui ont besoin de coaching, de mentors pour pouvoir sortir d'abord un modèle économique. Comment tu vas vendre ton produit? Parce que l'entrepreneur dans le numérique, quand il vient, il a l'idée. Souvent, il a une belle idée, mais même pour vendre, il ne sait pas comment il va vendre et à qui il doit vendre souvent. Donc, dans ces pays-là, ils ont mis en place des structures pour accompagner et encadrer ces jeunes-là. Ces choses ont commencé à être faites ici en Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance de participer au programme ICI 2014 lancé par le CPC qui nous a accompagnés sur 3 ans, qui nous a permis, au contact des mentors, de coachs, de peaufiner nos projets, de les rendre, on va dire, bancables, acceptables par des banques. Sinon, une start-up qui vient avec un projet aujourd'hui pour aller vers une banque, je ne pense pas qu'une banque puisse financer. Donc on les évite dès le départ. Il ne faut pas répondre à la place du banquier. Madame Lala, quand un entrepreneur dit « moi j'évite les banquiers », qu'est-ce que ça vous fait? Eh bien, merci bien. Alors, il est dans quel secteur d'activité, s'il vous plaît? Voilà. Le crédit peut sortir là ce matin. Hein? Vaut mieux bien. Voilà. Madame, je suis dans le domaine des TIC, technologie de l'information et de la communication. Donc nous faisons ce qu'on appelle l'intégration et le développement de solutions. Une de nos applications que nous avons réalisées, qui a connu beaucoup de succès en Afrique, c'est la plateforme de déclaration des naissances en milieu rural via le mobile avec un SMS. Voilà, donc c'est sur ces genres de projets que nous travaillons. Nous avons mis en place une plateforme pour permettre à des paysans qui sont dans des zones reculées d'utiliser le mobile pour accéder à un marché plus large via SMS, via USSD. Donc ce sont ces genres de services-là que nous développons.
Donc quand on va vers vous, qu'on vous explique, vous voyez. Ok. Monsieur Eric, je vais me tourner vers vous. Il y a quelques années, on a commencé à réfléchir sur les financements alternatifs parce que bon, tout ce dont on parle ici, c'est comment financer l'entreprise. Et le rapport le dit, les crédits sont insuffisants. Et à un moment donné, on a pointé du doigt le crédit bail. On dit que ça pourrait faire partie de la panoplie des financements qui pourraient aider les entreprises. Il y a eu des séminaires, il y a eu de la sensibilisation. On a même eu un deuxième opérateur qui est arrivé sur le marché. 2 ou 3 ans après, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce qu'on peut dire au crédit bail? Est-ce que nos PME ou nos entreprises y ont recours? Dans quel volume, dans quelle proportion? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce qu'il y a encore de la sensibilisation à faire? Quel bilan on peut faire aujourd'hui du crédit bail sur ces 3 dernières années? Merci de me donner la parole. Donc concernant le crédit bail, bon déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que le crédit bail n'a pas démarré en Côte d'Ivoire depuis 3 ans. Simplement, c'est vrai qu'il y a eu une volonté politique affichée dans différents programmes, comme le programme Phoenix, également dans le programme du président de la République lors de son 2e mandat, pour effectivement appuyer ce produit, qui est un produit alternatif et complémentaire aux produits traditionnels des banques, et qui est reconnu dans le monde entier comme être un produit adapté à la PME-PMI. Pourquoi? Parce qu'il génère généralement moins d'apports et également moins de garanties. Le bien financé étant la principale garantie du financement. Donc dans ce cadre-là, il y a eu différentes évolutions, notamment une loi sur le crédit bail qui a été promulguée en début d'année, de cette année 2016, en partenariat avec la SFI, qui a travaillé sur ce dossier. Également, il y a actuellement au niveau de la Banque centrale une révision, un chantier de révision du plan comptable bancaire, et notamment qui intègre un certain nombre de dispositions spécifiques au crédit bail, donc qui vont aller dans le bon sens. Également au niveau de la justice, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais au niveau de la justice, il y a eu aussi des évolutions significatives en Côte d'Ivoire, notamment par la création d'un tribunal de commerce, ce qui est très important. Et la dernière évolution que nous, au niveau de l'association, on milité depuis un certain temps, c'est la création d'une cour d'appel au niveau du tribunal de commerce. Donc tout cela va dans le bon sens, parce que pour pouvoir financer des entreprises, il y a besoin de plusieurs éléments. Il y a un besoin d'une loi, c'est-à-dire que ça soit encadré par une loi, ce qui existe maintenant pour le leasing. Il faut des ressources, bien sûr. Donc aujourd'hui, les ressources, le marché est assez liquide, donc on n'a pas de souci pour avoir des ressources. Il faut une justice qui fonctionne correctement. Mais il faut aussi, et là je me retourne vers M. Fadiga, pour avoir fait quelques réunions ensemble sur le sujet, il faut aussi des adaptations fiscales, voire des incitations fiscales, notamment pour lancer des produits et développer des produits comme le crédit bail. Tout à l'heure dans les présentations, on parlait notamment du Maroc. Le Maroc, quand le Maroc a développé le leasing, l'État a mis des incitations fiscales fortes pour justement aider à développer ce produit pendant un certain nombre d'années. Une fois qu'il arrive à un niveau mature, après bien sûr on revient dans des conditions normales. L'île Maurice, si je prends le cas de l'île Maurice aussi où le leasing est très très développé, ils ont eu cette même démarche de développer des incitations fiscales pour pouvoir vraiment développer ce produit. Donc pour répondre à votre question, aujourd'hui je dirais que le crédit bail reste marginal dans le financement de l'économie. J'ai pas forcément le pourcentage en tête, mais à mon avis, ça doit pas représenter plus de 5% de l'ensemble des crédits octroyés auprès des entreprises. Et d'après vous, c'est quoi les freins? Pourquoi? Parce que c'est les freins sont multiples. Déjà, il y a un problème culturel parfois. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Les cartes grises. Pour des véhicules par exemple, il y a encore une partie de la population, notamment si on prend la population des transporteurs et ainsi de suite, où s'ils ne voient pas leur nom sur la carte grise, ils ont l'impression que le matériel ne leur appartient pas. Et donc ils ont l'impression que c'est le matériel, c'est pas eux, et donc ils veulent pas faire du leasing, parce que par définition le leasing normalement c'est le nom du bailleur qui apparaît sur la carte grise. Donc il y a un problème de connaissance, il y a un problème de vulgarisation. Donc ça c'est vrai que au niveau de la SFI, il y a eu plusieurs sessions de formation auprès des PME
Je crois qu'il y en a encore une dans pas longtemps, pour justement expliquer aux clients ce que c'est que le leasing, quel est l'intérêt du leasing, et surtout que ce produit est vraiment adapté à la typologie de la PME-PMI. C'est vraiment, je pense aujourd'hui, en tout cas, le produit le mieux adapté à cette typologie d'entreprise. Ensuite, je vous dis, il y a les freins, même s'ils commencent à se lever les uns après les autres, il y a aussi les freins, comme je l'ai expliqué, le problème de récupération du matériel. Parce que pour un bailleur, la principale garantie, à partir du moment où on ne prend pas des garanties autres, c'est le matériel. Donc pour qu'on puisse financer en leasing, il faut qu'on ait une capacité de récupérer rapidement le matériel dans le cas où le locataire ne paye pas. Si vous mettez 6 mois ou 1 an pour récupérer votre matériel, vous imaginez bien qu'une fois que vous le récupérez, la capacité à le revendre à un prix suffisant pour couvrir au moins une partie de la créance est amoindrie. Donc ça, c'est un élément important pour développer le leasing, c'est la capacité aux bailleurs de récupérer leur matériel rapidement en cas de défaillance du locataire. Et ça implique un certain nombre de conditionnalités qui permettront de développer cela. Si je prends le cas de l'Afrique de l'Est, on parle depuis tout à l'heure de l'Afrique de l'Est sur le mobile banking et ainsi de suite. En Afrique de l'Est, par exemple, notamment au Kenya, il n'y a même pas besoin d'une décision de justice pour pouvoir récupérer un matériel pour un bailleur. C'est-à-dire qu'un client qui est défaillant, au premier loyer impayé, juste sur alors j'ai pas le terme technique qui est employé là-bas, mais une sommation, on va dire, par exemple, sur une base d'une sommation et que le client ne se met pas à jour au bout d'une semaine, ils peuvent aller chercher le matériel directement. Et si on regarde au Kenya, le Kenya est un pays très développé, par exemple, sur le leasing. Ok, merci. Alors, le public va prendre le relais pour les questions. Vous pouvez déjà commencer à préparer vos questions. Je vais demander à M. Issa, qui représente le ministre. On a évoqué dans le rapport à plusieurs reprises et dans les explications également la montée du mobile money. Et de plus en plus, on note qu'il brasse des grosses sommes d'argent qui transitent, mais parfois qui passent un peu de temps. Est-ce qu'à l'image de ce qui s'est fait dans les pays de l'Est de l'Afrique, au Kenya et autres, est-ce qu'on peut aller, parce que ça relève des autorités de la régulation, BCAO et tout, est-ce qu'on pourra aller vers du microcrédit par le mobile money? Est-ce qu'on peut aller? Ça pourrait peut-être aider les gens déjà à prendre une habitude d'opération bancaire. Je vous remercie. Je pense que la question est pertinente. C'est comme vous l'avez noté, ce sont des produits et des services qui sont offerts dans des pays comme l'Afrique de l'Est et qui permettent de développer la bancarisation. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a une forte volonté de développer non seulement le mobile money, mais je pense que le mobile money, il doit y avoir un bridge, donc comme un pont entre le mobile money et la clientèle du secteur bancaire. Et aujourd'hui, je pense que les mécanismes que nous cherchons, ce sont les mécanismes qui permettront de convertir. Parce que vous savez, quand on regarde le taux de bancarisation, il y en a deux en réalité. Il y a le taux de bancarisation qui touche juste au secteur bancaire, au secteur de la microfinance, et il y a le taux de bancarisation élargi qui inclut les opérations de mobile money. Mais en réalité, les taux qui sont les plus suivis, ou le taux qui est le plus suivi, c'est celui qui est restreint aux banques et aux institutions de microfinance. Donc je pense que les mécanismes que nous cherchons aujourd'hui sont les mécanismes qui permettent de créer ce bridge entre les clients de mobile banking et de les transformer progressivement ou de les inclure progressivement dans le secteur bancaire. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, par exemple, nous travaillons au niveau du programme de développement du secteur financier. Nous avons une assistance technique avec la Banque mondiale et nous sommes en train de regarder les textes qui régissent les intermédiaires en opération bancaire. Il y a un texte dans la zone UEMOA au niveau de la BCAO qui régisse les intermédiaires en opération bancaire, mais la réalité c'est que dans la zone UEMOA, il n'y en a que 3. Donc une des solutions que nous avons identifiées dans notre stratégie pour augmenter la bancarisation est de, je dirais, copier un peu les modèles encore une fois d'Afrique de l'Est, parce que c'est là-bas qu'il y a eu du succès, en Tanzanie en particulier, qui ont réussi à développer ce système d'argent bancaire qui joue le rôle de relais pour les banques.
On sait qu'aujourd'hui... Il y a une expérience tentée par Société Générale, je crois, au Sénégal, ça s'appelle Manco, où aujourd'hui, dans les marchés, on a des agents bancaires et tout ça. Je peux vous dire que au terme de au sens de la réglementation, il n'y a que 3 intermédiaires en opération bancaire dans la zone UEMOA. Mais quand vous regardez des pays en Afrique comme la Tanzanie, ou quand vous regardez des pays sortis de l'Afrique comme le Brésil, ces pays ont réussi à développer le système des agents bancaires en se focalisant principalement sur la réglementation. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que notre premier cheval de bataille est la révision de la réglementation. Et nous sommes en train de travailler là-dessus au niveau déjà du gouvernement. Et ensuite, nous approcherons évidemment la BCAO, parce que c'est avec la BCAO qu'il faut avoir ce débat, pour voir comment est-ce que le cadre existant des IOB peut être amélioré, parce qu'il est très contraignant. Pour donner un exemple, un opérateur aujourd'hui économique qui veut être intermédiaire en opération bancaire doit émettre une garantie ou une caution afin de pouvoir détenir des fonds. Mais on se rend compte que si on demande à chaque opérateur, parce que l'objectif c'est de vulgariser cet outil, si on demande à chaque opérateur d'émettre une caution, une garantie de 5 millions, de 10 millions, de 15 millions, peut-être que d'ici 2 ou 3 ans, on n'en aura que 2 ou 3. Alors que la réalité, parce que quand vous regardez le modèle sur lequel nous basons notre étude, l'agent bancaire, en réalité, c'est la station d'essence, c'est la pharmacie, c'est le commerçant qui existe déjà, sur lequel vous vous appuyez pour rendre des services bancaires et donc pour vous rapprocher de la population. On sait qu'aujourd'hui, un des challenges que rencontrent les institutions bancaires, au niveau, par exemple, quand elles doivent étendre leur réseau, c'est le coût des investissements. C'est un investissement énorme d'ouvrir une agence. Parce qu'il n'y a pas que le bâtiment et je dirais les caisses. Il y a le système après de sécurité derrière, il y a le système d'information, etc. Mais avec ce système, les banques, ça permettra aux banques de ne pas avoir à faire les investissements aussi lourds, mais tout en pouvant s'appuyer sur un réseau de commerce qui existe déjà. Évidemment, c'est dans ce cadre que la réglementation est importante, en balisant, en mettant en place un cadre réglementaire qui sécurise à la fois les commerçants et qui sécurise les établissements bancaires, mais qui permettent de développer et de se rapprocher de la population surtout et d'étendre les services bancaires. Certains pays ont montré, dans certains pays, on a vu que les taux de bancarisation ont augmenté de près de 20% à 30% avec justement la venue des agents bancaires. C'est pour ça que nous en faisons un cheval de bataille. D'accord. Merci. Alors, nous allons prendre 2 ou 3 questions dans le public, et puis ensuite avec les blogueurs, et puis nous allons revenir. Je voudrais aller très rapidement vers le représentant du ministre de l'économie et des finances pour dire qu'en 2013, nous avions travaillé lors d'un atelier sur la stratégie nationale d'éducation financière pour la Côte d'Ivoire. Madame Nialé Kaba était alors donc la ministre. Où en sommes-nous aujourd'hui? Dimboula qui vit à Paris et qui se demande est-ce que ça ne choque pas la Banque mondiale et les associations de professionnels de banque que les taux bancaires soient au-delà de 10%. On a demandé l'avis des internautes si ce qu'il faut faire pour encourager les Ivoiriens à épargner dans les banques. Je vous donne 2 réactions. La première vient il s'appelle Ibrahim. Il dit donnons un esprit moins snob de la banque. Il y a un manque réel d'accessibilité. Et à sa suite, M. Sam qui lui vit à Abidjan, il dit qu'il faut que les Ivoiriens perçoivent l'intérêt tangible d'épargner dans une banque, lenteur, paperasse, attitude discourtoise et surtout, en tourloupe, les Ivoiriens moyens ont peur des banques. Pour M. Issa, l'éducation financière, c'est vrai, c'est revenu plusieurs fois. Oui. Mme Lala en a parlé, le professeur Alban en a parlé, la culture financière. Est-ce qu'on a aujourd'hui une politique d'éducation financière? En ce qui concerne l'éducation de base, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Je pense que c'est un travail conjoint, peut-être du ministère des Finances et du ministère de l'Éducation nationale, pour voir comment est-ce qu'on peut inscrire, comment est-ce qu'on peut d'abord élaborer et ensuite inscrire des programmes d'éducation pour les enfants à partir peut-être du CE1, du CE2, etc., jusqu'en terminale. Et je pense que, à mon humble avis, il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine-là, mais je pense que ce n'est pas inaccessible. Et il suffit juste qu'il y ait une véritable volonté et qu'on s'asseye entre partenaires et qu'on élabore un tel programme et que ce soit inscrit
Parce qu'après, il y a un impact. Le ministère de l'Éducation nationale peut vous dire que ils ont besoin d'une année parce qu'après, il faut revoir les programmes éducatifs, il faut revoir les ouvrages scolaires, etc. Mais pour moi, c'est un travail de coordination qu'on doit élaborer avec le ministère de l'Éducation nationale. Ensuite, en ce qui concerne le renforcement des capacités, je pense qu'il y a beaucoup qui est déjà fait sur le terrain. Je peux vous dire qu'au niveau du programme de développement du secteur financier avec la Banque mondiale, par exemple, au mois de, je ne sais plus si c'était au mois d'octobre, nous avons organisé, par exemple, des ateliers de formation dédiés à l'APBF et dédiés à l'APSFD qui ont servi à, je dirais, renforcer les capacités de ces acteurs-là pour justement leur permettre eux aussi de renforcer les capacités au niveau des associations, c'est vrai, professionnelles, mais de renforcer les capacités derrière des différents membres pour un impact plus grand sur leur clientèle. Et nous avons en projet aujourd'hui, par exemple, nous travaillons encore là-dessus avec la Banque mondiale, de créer un observatoire de la qualité des services financiers, comme il existe déjà au Sénégal. Cet observatoire doit être créé au cours de cette année 2016. Et le premier objectif, c'est vrai, c'est la publication des frais ou des coûts des services financiers des institutions financières. Le deuxième objectif, c'est qu'il y aura une médiation, donc on reviendra là-dessus. Mais le troisième objectif, c'est d'utiliser cet observatoire comme un outil pour promouvoir, je dirais, l'éducation financière. Mais évidemment, là, c'est l'éducation financière à un niveau un peu plus élevé, pas au niveau dont on parlait tout à l'heure du système éducatif en lui-même. Et donc, pour revenir au système éducatif, comme je disais, pour moi, il est important qu'on travaille d'arrache-pied pour peut-être mettre à jour même ces stratégies nationales d'éducation financière et puis voir comment est-ce qu'on peut la traduire d'une stratégie en un plan je dirais, d'action en une réalité, en l'insérant, parce qu'à la fin de la journée, on doit pouvoir insérer ces programmes-là dans les programmes éducatifs voilà, qui sont enseignés aux élèves et aux étudiants. Mais au niveau un peu plus élevé, un peu plus institutionnel, il y a beaucoup de travail qui est fait par l'État, en collaboration avec les partenaires multilatéraux et bilatéraux, pour justement la promotion de l'inclusion financière et la promotion de l'éducation financière de manière générale. Ok, merci. Ça répond en même temps à la deuxième question sur les fonds d'appui. Il a cité à plusieurs reprises la Banque mondiale. Alors, la question de Mme Traoré va tout droit vers Mme Lala Moulaye. Ils en ont parlé un peu dans le rapport. C'est bien qu'elle revienne là-dessus. Et M. Morisset, dans sa présentation d'ailleurs, l'avait souligné. Pourquoi il faut 3 jours pour encaisser un chèque? C'est que les chèques, alors ça dépend du lieu. Le délai légal d'encaissement, il est de 48 heures. Ça, il faut le savoir. Maintenant, si vous déposez votre chèque sur une place non bancable, c'est-à-dire une place où il n'y a pas de banque centrale, et vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, en dehors d'Abidjan, on vient seulement d'avoir les banques centrales de Bouaké et de Korogo. Mais Abidjan, il y a la banque centrale. Oui, tout à fait. Alors, si vous déposez votre chèque à Yopougon en fin de journée, il sera acheminé vers le siège le lendemain. Et le lendemain, la BCAO ne peut plus traiter parce qu'il faut les chèques de la veille, il faut acheminer les valeurs avant 9h du matin. C'est technique, ce que je suis en train de dire. Donc c'est pour ça qu'il y a le délai légal de 48 heures. Maintenant, si ça dépasse 3 jours, là, vraiment, il y a eu une contre-performance de la banque. Sinon, c'est ça. Alors, les valeurs détenues par la banque avant 9h du matin sont acheminées à la BCAO. Et c'est le lendemain que vous avez le sort de votre chèque. Le chèque qui peut revenir impayé ou pas. Et donc, ça fait les 48 heures. Alors, elle a aussi, bon, mais ça, c'est une suggestion. Il faut que les banques aillent vers le public. Bien sûr, nous Parce avons qu'effectivement, pris dans le note. public, c'est vrai, il y a cette histoire d'alphabétisation, mais ce qu'elle dit est un peu juste. Il y en a qui ne savent pas écrire, mais qui parlent très bien français, qui comprennent très bien français. Mais je ne sais pas dans quelle catégorie les banques, les classes. À ma connaissance, les gens qui viennent à la banque ouvrir des comptes, s'ils ont tous les documents, ils ne sont pas disqualifiés. Surtout qu'aujourd'hui, on ouvre des comptes d'épargne à 10 000, avec 10 000 francs CFA, vous avez un compte d'épargne. Donc, je pense qu'il y a toujours cette peur, malheureusement, d'aller à la banque. C'est contre ça qu'il faut lutter, en fait. Dites-moi, Madame Lala, est-ce qu'on peut faire des agences, j'allais pas dire plus humaines, mais des agences qui... parce que tout à l'heure, vous disiez, et les gardes, et la porte. Maintenant, il faut qu'un rentre avant que l'autre sorte. Est-ce qu'on peut faire des agences un peu plus
plus accessible, plus petite, moins effrayante. Ça va réduire le coût en même temps. Il faut qu'on y arrive, absolument, ça va réduire le coût. Mais nous avons aussi notre contrainte. On a les assureurs derrière nous. On souscrit à des polices d'assurance qui exigent quand même des normes de sécurité. Donc il faut que vos banques soient aux normes. C'est par rapport à ça que les opérateurs mobiles ont eu plus de succès que nous, si vous voulez. Une agence bancaire au bas mot, elle va coûter entre 300 et 350 millions. Au bas mot. Donc ça, j'intègre aussi le système d'information parce que c'est des données qu'il faut sécuriser. Donc vous avez des lignes stabilisées. Bon, un type de start-up, il peut comprendre ça. Vous avez des lignes stabilisées pour donc sécuriser vos opérations. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Donc de Korogo à ici une écriture comptable, il y a un coût. Est-ce que c'est ça qui explique le taux à 10%? Il y a un blogueur. Alors, par contre, le taux à 10%, c'est le coût du risque. Vous avez beaucoup de dossiers, malheureusement, qui sont compromis. Et plus vous avez des dossiers compromis, plus votre coût de risque est élevé. C'est normal. Alors, je pense qu'aujourd'hui, quand même, en 2016, on a un taux des taux d'intérêt beaucoup plus faibles qu'il y a 5 ans, par exemple. Et d'ailleurs, on a les taux d'intérêt les plus faibles de la sous-région. Le taux d'intérêt à Abidjan est beaucoup plus faible qu'à Bamako, à Dakar ou à Ouagadougou. Ok. Professeur Alban, il y a un blogueur qui a demandé, l'ivoirien moyen, on le définit comment? Merci. Je pense que l'ivoirien moyen, c'est défini par rapport au revenu moyen ou à la distribution des revenus. Donc nous avons ce revenu médian. Et à partir de là, donc, l'ivoirien dont le revenu se situe autour du revenu moyen est perçu comme l'ivoirien moyen. Donc c'est en termes de revenus, ici, dans cette analyse, je pense. Voilà, maintenant, l'ivoirien émergent, bon, ça c'est... Chez nous aussi, le revenu moyen, c'est quoi? C'est combien en francs CFA? Je n'ai pas les données statistiques, mais... Ça intéresse les banquiers de savoir. Non, mais toujours est-il que le revenu moyen, nous sommes d'accord que bien sûr il y a des inégalités dans l'économie qui sont assez importantes. Donc vous avez un revenu moyen qui sera en fonction de toutes ces choses. Voilà, donc je n'ai pas la valeur pour donner le revenu moyen, mais j'indique bien qu'il s'agit de regarder l'ivoirien par rapport à la distribution des revenus. Et donc vous aurez les pauvres ou les très pauvres, des pauvres, et ceux qui sont à des revenus moyens et ceux qui sont à des revenus élevés, ou des riches et très riches. Donc voilà cette distribution qui est faite, qui permet de parler de l'ivoirien moyen. Bien sûr que le concept est important parce que il est bon de remarquer que dans une économie qui croît et dans un processus de développement, on tendra vers beaucoup plus de concentration de la population vers la moyenne. Donc nous aurons plus d'ivoiriens moyens, nous aurons plus de personnes capables de consommer et d'épargner. Parce que si nous avons plus de pauvres, ce n'est pas le cas. Et il est normal aussi que dans une société, on ait très peu de très riches. C'est tout à fait normal qu'on ait très peu de très riches. Donc ce que nous recherchons, c'est justement d'avoir cette classe moyenne qui est capable de consommer et de stimuler la production, donc la croissance. Voilà ce qu'il faut aussi comprendre autour de cette question. Donc le développement de la classe moyenne est un atout important. Maintenant, comme nous parlons d'inclusion financière et de système financier, comment allons-nous amener cette classe moyenne à ne pas consommer tout son revenu, mais à épargner suffisamment de son revenu, donc avoir une propension marginale à consommer. Donc je dirais une part de revenu beaucoup plus faible qu'elle consomme, et plus d'épargne et plus d'investissement. C'est là que les politiques sont importantes. C'est là que l'action des politiques au niveau donc, des populations, mais également les stratégies des banques pour attirer ces revenus issus de la classe moyenne vers l'épargne et l'investissement. Donc c'est de cela que nous parlons et l'éducation financière a sa place, effectivement, en notant bien que dans cette classe moyenne, il n'y a pas que des personnes qui savent lire et écrire, il y a aussi des analphabètes. Et comment amener ces personnes qui ne savent pas lire et écrire à pouvoir s'intéresser au système financier classique? Bien sûr qu'il y a l'éducation financière pour rebondir sur cette question. Donc l'éducation financière ne devrait pas alors se limiter à une éducation
de base ou dans le système scolaire seulement, ou à une éducation financière pour, je dirais, des gens qui ont un certain niveau d'éducation, mais aussi on devrait trouver les stratégies pour pouvoir intéresser, pour pouvoir inciter davantage ces Ivoiriens qui ne savent pas lire et écrire. Je dis bien qu'il s'agit de 56% de la population aujourd'hui, à peu près, c'est beaucoup quand même, selon les données donc du RGPH. Donc c'est beaucoup et il faut agir vers ces personnes à travers suffisamment de sensibilisation. Comme on le disait, ces personnes savent parler le français, donc il y a des possibilités, mais même l'utilisation des langues nationales, puisque nous avons des radios de proximité qui peuvent être utilisées pour vulgariser, je dirais, les connaissances ou les informations sur le système financier. Il ne faudrait pas se concentrer sur les grandes villes, mais il y a aussi le milieu rural. Comment les gens, on parlait tout à l'heure des personnes qui gardent leur argent à la maison, mais dans le milieu rural, c'est encore beaucoup plus vrai. C'est encore plus vrai. Donc, comment amener les gens du milieu rural, notamment, à aller vers le système financier? Il y a toute une information à apporter vers là-bas. Il y a toute une sensibilisation, toute une éducation. Et comme je le dis, il y a des mécanismes, notamment les radios de proximité. Et une étude récente que nous avons conduite avec la haute autorité, la communication audiovisuelle, a bien montré que les radios de proximité pourraient avoir un impact important sur les changements de comportement en Côte d'Ivoire. Cette étude est disponible. Merci. Merci. Monsieur Issa, la corruption, ça revient. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui va être fait? Comment on peut l'amoindrir? Qu'est-ce qu'on fait pour la corruption? Bon, je pense qu'on a beaucoup parlé de corruption en introduction, quand on parlait de gouvernance, avec les efforts qui sont faits avec la haute autorité pour la bonne gouvernance, au niveau évidemment des responsabilités. Est-ce qu'on commence à voir des résultats? Écoutez, je sais qu'il y a des rapports qui sont faits et je sais qu'il y a des recommandations aussi qui sont faites. Je pense que c'est des questions sensibles et donc la population aussi là s'attend à ce que le gouvernement ne communique pas forcément, je dirais, ne serait-ce qu'en sa totalité de ce qui est fait. Mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de travail qui est fait derrière. Il y a l'IGE qui fait aussi un travail énorme au niveau de l'audit des entreprises publiques. Je parlerai ici de l'aspect public, évidemment. La haute autorité qui fait aussi un travail considérable. On a écouté le président, il dit beaucoup de structures refusent de se faire inspecter. Oui, mais vous parlez d'un discours qui a eu lieu il y a moins d'une semaine, oui, et vous parlez d'un rapport qui a été rendu aussi il y a moins d'une semaine. Oui. Il y a l'IGE qui a rendu un rapport il y a moins d'une semaine, qui fait un état des lieux des sociétés étatiques qui sont auditées. Et je pense que l'inspecteur général de l'IGE a indiqué dans son allocution qu'il rencontre des difficultés avec certaines structures de l'État qui refusent simplement de donner accès pour se faire auditer. Et je crois que le président de la République, dans son allocution, dans sa réponse, a été très clair. Oui. Il a demandé que ces structures-là soient désignées et que, avec les rapports à l'appui, que certains de ces responsables seront soit carrément licenciés ou soit recevront des avertissements. Donc je pense que la volonté politique aujourd'hui est très claire, elle y est, et à mon avis, rien qu'avec ce rapport auquel vous faites allusion, je pense que les conséquences se feront entendre très prochainement. Vous avez bien pu vous rendre compte que lors de cette même cérémonie, ni l'inspecteur général de l'IGE ou le président de la République n'en sont rentrés dans des détails pour citer des entreprises, etc. Parce qu'il faut quand même que la gestion de l'État se fasse de façon fluide, mais il y a beaucoup qui est fait. Et je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de tolérance au niveau des problèmes de mauvaise gestion. Et je pense qu'il y a eu même des exemples récemment, sans rentrer dans trop de détails, qui l'attestent. Merci. Une dernière question. Et puis, Madame Lela, est-ce que si quelqu'un dit ici dans la salle, en Côte d'Ivoire, c'est difficile d'avoir un crédit, est-ce que c'est juste? De la banque, c'est bien de faire du crédit. Si on ne fait pas de crédit, on ne fait pas de chiffre d'affaires. Et la banque, c'est quoi? C'est une société anonyme composée d'actionnaires qui veulent en fin d'année des dividendes. Alors, moins vous faites de crédit, moins vous aurez du chiffre d'affaires, moins vous aurez du résultat. Par contre, le crédit, il y a des conditions à respecter. Tout simplement, il y a des règles à respecter. Donc,
c'est pas une distribution hasardeuse, on va dire, du crédit. Hein. Je prends un exemple. Hein. Vous avez un salaire domicilié, vous êtes dans une entreprise connue, vous avez accès au crédit immobilier sur 20 ans. Hein. Je ne vais pas vendre la paroisse ici. Je ne plaide pas pour ma paroisse, on va dire, mais toutes les banques sont entrées à fond en ce moment dans l'immobilier, sur les prêts immobiliers. Voilà. Donc, on est là pour faire du crédit. Voilà. Ok, je pense que nous avons terminé. Nous allons applaudir les panélistes. Voilà, c'est un guise de remerciements. Monsieur Issa, Madame Lala, Monsieur Eric, Professeur Alban et puis notre jeune start-upper. En tout cas, merci d'avoir répondu aux questions. Je voudrais inviter Monsieur le directeur des opérations de la banque, que je vous demande d'applaudir également. Mais merci pour ce rapport, cet excellent rapport. Comme on a vu, le rapport passe deux messages clés. D'abord que la Côte d'Ivoire est encore en bonne voie pour aller vers l'émergence. Toute croissance reste forte. Mais quand même, il y a des risques, il y a des signaux, hein, qu'il faut faire attention. Il faut être prudent. Deuxièmement, le message clair que autant que la Côte d'Ivoire est le champion au niveau d'avancement économique de la région, la Côte d'Ivoire est quand même pas le premier dans certains cas. Dans le secteur financier, il reste beaucoup à faire. C'est vrai que le contexte a été difficile avec le conflit, ce qui a été bien dit. Mais quand même, le Côte d'Ivoire ne va pas être un pays émergent si on n'adresse pas ce challenge du secteur financier.